Et on va aborder maintenant la dernière communication, professeur Gloria Peluzzo, qui vient de Milan et qui va nous parler de la réalité virtuelle pour la chirurgie pédiatrique et au-delà, une méthode d'apprentissage et de perfectionnement technique pour les chirurgiens. Merci beaucoup d'être parmi nous. D'abord, Madame le Président, Monsieur le Vice-président et le secrétaire perpétuel, merci pour votre accueil. Ici, je suis vraiment émue de cette opportunité parce que je dois une grande partie de ma formation professionnelle à, à la- à toute la famille de chirurgiens pédiatres françaises. Et donc, merci pour ça. Donc, je reviens un moment juste au principe de la chirurgie pédiatrique. C'est une chirurgie qui est reconstructive, absolument, parce qu'on doit respecter l'anatomie de l'enfant et parce qu'on doit respecter son développement au long de sa vie. Donc, on se prend en charge les enfants de l'âge fœtal jusqu'à l'âge de 18 ans, quand même, dans mon hôpital. C'est comme ça, dans d'autres hôpitaux, ça peut aller jusqu'à 14 ans, mais dans les hôpitaux universitaires et de recherche, l'âge pédiatrique, c'est de 0 de la naissance à 18 ans. Et donc, une grande partie de notre activité est basée sur le traitement des malformations congénitales, qui prend à peu près 30% de notre activité. Et normalement, ce sont des malformations complexes et rares. Et puisque le nombre de nourrissons sont de moins en moins dans les temps, dans les dernières années, on a besoin un nombre important de cas pour former les jeunes et pour garder un bon niveau technique pour les chirurgiens déjà formés. Et donc, voilà, je reviens au problème de l'anatomie qui est très important pour les chirurgiens, notamment pour les chirurgiens pédiatres. Notre défi, c'est de réduire énormément les erreurs dans les cas complexes et dans les cas rares, d'améliorer les soins, les résultats post-opératoires en cas de malformation rarissime. Et donc, on doit avoir un apprentissage qui est extrêmement dédié aux enfants et ça touche pas seulement le chirurgien, mais toute l'équipe pédiatrique. Et donc, là, dans notre faculté, on a démarré dans l'école de chirurgie pédiatrique ce programme qui se base sur des stratégies de cours d'apprentissage pour les jeunes chirurgiens. Vous savez qu'avec le temps, si on n'est pas performant, on ne garde pas le même nombre de patients, on perd l'apprentissage, on perd la formation. Et donc, cet plateau à joindre, c'est très difficile à joindre dans un très court des temps et ça change énormément par rapport au type d'approche qu'on fait, soit chirurgie ouverte, soit chirurgie mini-invasive comme la célioscopie ou la chirurgie robotique. Et donc, pour la célio, on a besoin d'un nombre très élevé de cas pour avoir un plateau rapidement. Et donc, on doit trouver une façon de comprendre l'anatomie, de rester dans l'anatomie pour améliorer l'approche et la technique chirurgicale, tout en évitant les erreurs, les complications et l'amélioration des suites. Donc, on a besoin une image particulière, spécifique pour tous ces enfants. Et quelle image, de quelle image? Ça, c'est une image qu'on prend, par exemple, de la reconstruction d'un scanner ou d'un IRM, et c'est la combinaison des deux. Ce sont de belles images, mais ça reste toujours une image frontale, c'est-à-dire une image 2D. On a essayé aussi de transformer tous ces modèles en modèles tridimensionnels on peut garder, on peut roter dans les mains. Et ça, c'est important surtout pour la chirurgie mini-invasive. Là, on doit rester dans des petits espaces. Tem uma aula, tem ambulatório, tem. Não tem material para operar.
quoi que soit l'âge de l'enfant, les dimensions de l'enfant et l'extension de la malformation. Et donc, on ne peut plus rester dans les images 2D, on doit passer dans des autres images qui nous permettent d'entrer avec des petits instruments dans des petites cavités et surtout dans les thoraciques qui est pas, là, on ne peut pas extendre les parois. Et donc, on a essayé de voir qu'est-ce qui se passe quand on parle de réalité augmentée ou bien de réalité virtuelle. Et alors, on a fait des essais avec d'autres pathologies. Par exemple, avec les neurochires, on a vu les tumeurs endocriniennes qui nous sont arrivées dans les services. Et vous voyez qu'on peut faire beaucoup d'essais. On peut transformer, évaluer la vascularisation de toutes ces tumeurs. On peut la poser dans la malformation, dans le tête, dans le thorax, ou dans le rachis de l'enfant. Mais toute cette expression, ça reste vraiment une expression particulière. Et comme celle-là, c'est la réalité augmentée. Et on peut traduire toutes ces images dans un opératoire. Ça, c'est le cas d'une résection hépatique pour une tumeur. On peut prendre le modèle, on peut le superposer dans euh, un cours d'opération sur les images qu'on a en cellio ou en chirurgie robotique. Mais ce qui se passe dans ce cas-là, et on parle de réalité augmentée, c'est que le cerveau n'est pas dupe. C'est-à-dire, on n'arrive pas, il est capable de séparer la réalité, la vie réelle avec les images. Et dans ce cas-là, nous, on n'est pas concernés. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de choses, on voit les images, mais on n'est pas dans le contexte simulé dans la réalité. Ce qui arrive, et ça change énormément, en fait, c'est la réalité virtuelle. Ça nous permet de simuler, de rester dedans. Vous voyez cette image-là, c'est une image de foie. On est en train de préparer une résection hépatique et on est dans les systèmes, on voit tous les vaisseaux tout autour de nous. Donc, nous, en tant que chirurgiens, on est protagonistes de la scène. Et c'est-à-dire que la scène, elle n'est pas devant nous, mais nous, on est dans la scène. Et là, on a découvert, en faisant des épreuves avec les jeunes internes, on a vu que ça change énormément notre attitude et notre façon d'apprentissage. Et la courbe, la learning curve, c'est beaucoup plus rapide. On connaît bien l'anatomie, on sait bien qu'est-ce qu'il faut faire face à certaines malformations, etc. Donc, on a fait des essais pour la chirurgie, pour toutes les chirurgies, pour la thoracique, l'abdominale, l'uro, etc. Et ça, c'est un exemple de chirurgie thoracique pour une malformation qui est très récurrente en chirurgie pédiatrique, c'est-à-dire les malformations adénomatoïdes du poumon, qui sont très variées, qui peuvent toucher tous les différents lobes. Ils peuvent être très compliqués. Et normalement, tous ces enfants vont en opération, sont soumis à chirurgie avant l'âge de 6 mois. Donc, vous pouvez comprendre que toute la cavité est toute petite et quelquefois la formation est très importante et qu'il y a une alliance thérapeutique avec les anesthésistes qui doit nous permettre d'entrer dans la cavité et d'isoler la malformation. Ce qui se passe avec la réalité virtuelle, la navigation préopératoire, c'est-à-dire qu'on fait une évaluation de l'anatomie de l'enfant dans la même position dans laquelle on va coucher l'enfant sous la table d'opération. Et ça nous permet d'avoir un accès précis sous la lésion. Et nous, on est dans la lésion, on voit tout autour de nous les vaisseaux, la branche, souche, etc. Et donc, on conduit l'opération dans un contexte qu'on a déjà vécu avant l'opération. Et ça, c'est un avantage énorme. On l'a testé sous la chirurgie urologique aussi, sous les tumeurs, par exemple, que ça fait, ce sont à peu près 10% de notre activité quotidienne. Ça, c'est un cas de tumeur surrénalienne. Vous voyez que là, avant l'opération, on a placé l'enfant dans le même, on va
évaluer, à étudier la meilleure position qu'on aurait acceptée en cilioscopie. On a découvert sur le flanc gauche, par exemple, avec une petite rotation de 30 degrés sous les dos. Et donc, on sait bien quelles sont les difficultés on va rencontrer. Et donc, on va faire tout un step d'approche chirurgicale qui est vécu par tout le team. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le chirurgien qui va faire ça, mais c'est avec tout le team, toutes les infirmières, etc. Mais cette technique pour les tumeurs de Wabillère, pour toute la pathologie malformative infantile, ça va toucher aussi la chirurgie, enfin, la radiologie interventionnelle qui vient avant la chirurgie. Et même les radiologues ont trouvé eux-mêmes très intéressant cette approche. On fait l'évaluation de la tumeur avant de rentrer à bloc et puis après, on décide ensemble quel cathéter il faut placer, où il faut le placer pour drainer la voie biliaire, comme dans ce cas-là. Donc, c'est une attitude démocratique, je dis, multidisciplinaire. On peut travailler tous ensemble. Et là, voilà, encore à droite, un cas de tumeur rarissime. Enfin, c'est un tumeur myofibroblastique, etc., qui va envahir même le péricarde. Et là, l'évaluation, j'ai un souvenir de cette lésion, on l'avait évaluée avec les radiologues avant d'aller au bloc. Ils nous disaient non, non, t'inquiète pas, ça ne va pas toucher le péricarde. Et en fait, c'était la réalité virtuelle qui nous a dit non, faites attention, c'est une opération qu'il faut faire avec les cardiochirurgiens, donc à 4 mois. Donc, là, vous voyez, c'est un cas de navigation préopératoire, ça prend tout le monde. Et là, c'est une introduction qu'on a fait il y a très peu de temps, c'est-à-dire on utilise l'endocyanine green, verte, pour démarquer les malformations vasculaires en cas de tumeur très, très agressive, comme c'est le cas de neuroblastome rétrohépatique. Et donc, c'est un cas de chirurgie ouverte et ça n'a l'évaluation de l'anatomie préopératoire, c'est vraiment quelque chose que ça nous a permis d'avancer dans tout ce cas-là. Ça, c'est un autre cas de tumeur kystique du médiastin qui touche le péricarde. Même dans ce cas-là, c'était fait avec le cardio-chir. C'était une évaluation qu'on n'aurait pas pu faire seulement sur les données faites par la radiologie standard. Donc, si on regarde les résultats, on a une meilleure connaissance de l'anatomie. Et si on interroge les internes, ils te disent que dans 65% de cas, ils ont changé leur attitude, ils connaissent mieux l'anatomie à travers l'évaluation de la réalité virtuelle. Sur le plan chirurgical, on a modifié même notre stratégie chirurgicale à nous. Et les jeunes chirurgiennes, ils sont tous d'accord à dire qu'après l'évaluation en chirurgie en réalité virtuelle, on peut changer le step qu'on avait défini avant sans l'utilisation de la réalité virtuelle. On a réduit énormément les accidents et les erreurs intra-opératoires. Et donc, ça peut être une technique dont on peut bénéficier, nous et l'enfant aussi. Et surtout, ça, c'est très important, puisque la réalité virtuelle, ça nous permet de revoir quelque chose, une ambiance qu'on a déjà vécue, on a déjà vu avant, plusieurs fois, avant d'aller à l'opération. Ça nous permet d'être beaucoup plus confiantes en nous-mêmes. Et donc, on a une sorte de renforcement de l'estime de l'équipe et de chirurgiens. En général, on a une réduction de temps d'hospitalisation de quelques jours, une réduction de temps opératoire, une réduction de nombre d'accidents et une meilleure connaissance de l'anatomie de l'enfant.
bien sûr, il y a des limitations, ça il faut le dire, parce que c'est une technique qui définit très bien les vaisseaux, les branches, tous les systèmes collecteurs en neurologie. Mais de l'autre côté, nous avons encore une grosse limitation concernant la limite de parenchyme à réséquer, etc. Donc, il faut qu'on se fasse aider par d'autres méthodes type l'indocyanine, etc. On a estimé que ça aura un nombre de cas de 40 à peu près par an. On est capable d'épargner un bon chiffre de sous. Et ça, je pense que l'administrateur de l'hôpital va être contente. Et les coûts concernant le système, etc., ils sont pas. Il y a un team multidisciplinaire qui est responsable euh, de cette expérience. Et ce sont des anatomistes, des ingénieurs, des informatiques, des radiologues, des chirurgiens, des médecins. Et ça nous permet une personnalisation de cette technique et vraiment avec des résultats et une meilleure compétence de chirurgien aussi. Voilà, et ça ce sont les conclusions. Et je voulais seulement souligner que c'est important aussi quand on fait un projet opératoire, la division avec les parents. Cette alliance thérapeutique, ça aide beaucoup et ça ne se limite pas seulement à la manipulation en 3D d'un système, mais à expliquer d'une façon concrète et quelquefois les images vécues dans ce système en ayant à l'intérieur de la scène, ça aide même les parents. Je vous remercie pour votre attention. Bravo pour vos images qui ont été remarquables, votre clarté et puis votre temps de parole, c'était parfait. Donc, Et votre français, évidemment. merci. Et on a le temps, je pense, pour une ou deux questions. Oui, c'est vrai que c'est absolument magnifique. Alors, je parle devant nos collègues anatomistes, mais on comprend bien que vos étudiants, vos internes, en tout cas, vos collaborateurs, ils apprennent l'anatomie aussi, là. En fait, la question, en fait, c'est le recalage, c'est-à-dire qu'il y a un temps de préparation de l'opération qui permet de déterminer la meilleure stratégie. D'ailleurs, quand vous disiez que ça touchait le péricarde, ça explique très bien. Mais on a compris quand même que en opératoire, on ne sait pas où est la lésion. Et donc, on, on- on sait géographiquement où elle est, mais on a du mal à la trouver entre deux bronches ou entre deux voies biliaires dans des organes comme ça. C'est- Donc maintenant, il y a des process de recalage où on peut la voir dans le champ opératoire, identifiée, et donc on sait exactement où aller la chercher. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si, c'est la réalité augmentée. Moi, je trouve qu'en fait, nous, on a besoin de la virtuelle parce que la virtuelle, par rapport à l'augmentée, ça nous permet de rester la, la, dans la malformation, dans les lésions, enfin, en fait, dans l'anatomie, parce qu'on l'a déjà vu avant autour de nous. Et donc, c'est la première forme d'apprentissage, c'est-à-dire je marche parce que je sais bien où il faut aller. Dans cette approche qu'on fait plusieurs fois avant l'opération et en mettant l'enfant de la même position qu'on retrouve après sur la table d'opération, on sait exactement que si je trouve par hasard, je sais pas, la branche supérieure droite à ce niveau-là, immédiatement derrière, je la crosse, je sais pas, de tels vaisseaux, et donc on le retrouve. Au même moment, en bloc d'opération, on a l'enregistrement de la vision préopératoire qu'on avait fait tous ensemble. Et ça, bah, moi, je trouvais que c'était extraordinaire de voir comme les internes, on le pose face à un problème en lui disant, en montrant un scanner, tu poses la question, tu dis, écoute, on approche par où, quelle est ta technique, qu'est-ce que le step opératoire, ta stratégie. Et normalement, il décrit la stratégie et après l'évaluation virtuelle, il change complètement sa stratégie. Donc,
Mais il connaît l'anatomie parce que, c'est-à-dire, on connaît l'anatomie de base et puis on fait l'évaluation par rapport à l'anatomie de cette malformation qui est spécifique pour cet enfant. Volontiers, d'abord, pour féliciter Gloria, dont je dois insister sur le fait que sa grande carrière est énormément dévolue à la recherche en chirurgie pédiatrique et dans bien des domaines. Son exposé est remarquable, en est la preuve. Également, dire que la réalité virtuelle puis augmentée sont nées à partir de start-up d'ingénieurs et que, évidemment, en chirurgie d'adulte, chacun connaît Visible Patient et d'autres concurrents. Madame la Présidente, on sait bien que la start-up Visible Patient est née à Strasbourg sous la direction d'un pédiatre qui est devenu ingénieur, mais dont la vocation était la pédiatrie. Si je dis ça, c'est pour une espèce de volonté de toujours faire établir des contacts plus étroits entre nos chirurgies d'adultes et la chirurgie pédiatrique, et ne jamais croire que l'un est en avance sur l'autre. Oui, d'accord, au niveau de la sécurité, les chirurgiens pédiatres attendent que l'épreuve soit faite habituellement en chirurgie d'adultes. J'ai participé à cette évolution qui n'a pas 10 ans pour la réalité virtuelle et augmentée, et qui a été d'ailleurs présentée par son auteur. Et ces 10 années ont été employées beaucoup à accepter, à diffuser dans les services de pointe pour des lésions d'organes pleins ou des erreurs majeures, c'est-à-dire exérèse du mauvais lobe du foie ou de la mauvaise partie du rein, pouvait être directement liée à l'ignorance de ses performances actuelles. Et une grande bataille a dû être menée. Et merci encore, Gloria, pour ton chiffre de diapositive finale. Une grande bataille a dû être menée pour faire financer par la sécurité sociale et les mutuelles. Cette bataille a été gagnée après plusieurs années auxquelles j'ai participé. Et c'est très important parce que sauver le foie d'un enfant vaut bien dépenser quelques milliers d'euros. Mais les mutuelles ont accepté, in fine, et en particulier celles qui soutiennent mieux l'académie, d'apporter avec d'autres des financements. Voilà, ce sont des commentaires. Alors la question, c'est justement, en Italie, Gloria, tu es dans un très grand centre, il y a d'autres grands centres. Est-ce qu'il y a une homogénéisation de cette prise en charge et où vont les possibilités d'extension? Parce que finalement, le nombre de cas annuels est encore faible là. Oui, 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 tout à fait. Non, j'espère. Cette année, on a présenté le projet face à une série de responsables de la santé italienne. Là, il y avait beaucoup de projets. Heureusement, on a gagné un prix, mais c'était seulement un prix formel, c'est-à-dire sur le papier, on n'a pas gagné de sous. Mais c'était un peu notre proposition oui, pour tous les centres qui traitent des malformations compliquées, des tumeurs aussi chez les enfants. Moi, je suis chirurgien pédiatre, je ne connais pas la réalité chez les adultes, mais on travaille avec les adultes, ça c'est clair. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour cette très belle session. Et la session est suspendue.